Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend sur les réseaux. Alors bonjour à toutes et à tous. Ah oui, on va faire quelque chose de particulier, c'est qu'on doit porter la voix et en même temps parler au micro. Donc il y en a un des deux qui va trouver que le son n'est pas adapté. Donc bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être venu ici. On remercie Jean-Marc Dumontel de nous avoir prêté cette salle, mis à disposition cette salle aujourd'hui. Et Hugues, qui doit être là, qui fait partie de l'administration, qui nous a la gentillesse d'organiser tout ça. Donc merci à toutes et à tous d'être là aussi. Et puis merci aux gens de nous suivre par Zoom, hein, c'est ça Par Livestorm. Par Livestorm, pardon. Et donc, on va commencer. Je peux encore plus porter la voix, c'est juste pour le micro que ça va être pénible. C'est pas grave. Je suis désolé pour ceux qui sont derrière leur écran. Je risque de hurler un petit peu. Donc, nous allons maintenant commencer cette conférence de presse. On a des gens du conseil d'administration de Avignon Festival et compagnie ici. Il y a Agnès Chamac, il y a Raymond Yana, il y a Hugues Le Forestier. Qui vont venir faire des interventions sur différents sujets. Et nous, on va présenter de façon globale la conférence de presse. Et puis, évidemment, tout le monde pourra répondre à vos questions si vous en avez, le cas échéant. Alors, très vite, tout le monde ici connaît de plus ou moins près le Festival Off d'Avignon. On va vous rappeler quand même quelques détails. Le Festival Off, c'est 33 000 levées de rideaux. C'est un des plus grands festivals d'Europe du spectacle vivant. C'est un moment charnière, indispensable, un des moments les plus importants pour certaines compagnies dans leur parcours artistique. Le Festival Off, c'est aussi le plus grand lieu de création et de diffusion du spectacle vivant. On attache beaucoup d'importance à cette notion de création et de diffusion. C'est aussi un salon où les compagnies viennent montrer leur création, leur spectacle auprès des professionnels. C'est un moment indispensable pour ces compagnies. Cette année, on a, je crois, tu vas en parler plus précisément, mais on a à peu près plus de 1200 compagnies ou 1100 compagnies françaises qui viennent présenter leur spectacle, et il y a plus de 1000 créations avignonnaises. Donc c'est pour vous donner l'importance du Festival Off dans le parcours de la création artistique française. Avignon Festival et compagnie, ce n'est pas le Festival Off, c'est une association qui accompagne ceux qui font le Festival Off, et ceux qui font le Festival Off, ce sont les théâtres et les compagnies qui, de façon indépendante, il y a à peu près 140 lieux, il y a donc là il y a 1200 compagnies qui se réunissent le temps du festival pour pouvoir créer cette immense fête. Festival, ça vient de fête, hein. Cette immense fête du spectacle vivant pendant le mois de juillet, et AFSC accompagne par notamment des dispositifs pour encourager la création, la diffusion et la communication autour du festival, cette grande fête du spectacle vivant. Donc, on va vous détailler évidemment tous ces dispositifs au fur et à mesure de la conférence de presse. On voulait remercier aussi, évidemment, on voulait un peu en profiter pour vous décrire ce que c'est que Avignon Festival et compagnie. Il y a 3 collèges, comme vous le savez peut-être. Il y a le collège A qui représente les théâtres, le collège B qui représente les compagnies, puis le collège C qui représente les sociétés civiles et les institutionnels. Donc, sans eux, le festival, donc il y a 18 membres du conseil d'administration, plus ceux qui appartiennent au collège C. Dont certains sont ici, notamment, je vois la SACD qui est là. Bonjour Isabelle. Je ne sais pas si je n'ai pas vu d'autres personnes du collège C, mais peut-être que je ne les ai pas vus simplement. Donc, s'ils sont là, vous pouvez lever la main. Et il y a surtout aussi à Avignon Festival et compagnie une équipe de permanents sans qui, évidemment, ce festival serait très compliqué en tout cas nos dispositifs. Donc, on les salue ici. Je pense que Julie, notamment, qui est présente à Paris, fera des interventions, et à l'occasion de cela, on vous présentera probablement l'équipe. Voilà, on salue aussi nos partenaires hein, qui sont toujours là avec nous, parce que le Festival Off étant d'une importance primordiale dans le tissu culturel français, évidemment. À la fois, le ministère est en lien avec nous. On a d'ailleurs rencontré la ministre de la Culture durant les Molières.
Et puis aussi également, évidemment, la région, le département, la ville d'Avignon, qui nous a accueillis, la maire nous a accueillis hier pour la conférence de presse à Avignon. Donc, je ne sais pas si on en oublie toujours dans ces cas-là, hein, évidemment, la DRAC, le Grand Avignon, le département, la région Sud. Voilà, donc écoutez, on va rentrer dans le sujet avec les chiffres assez rapidement. Donc, sa parole à Harold. Donc, moi, je m'appelle Laurent Domingo, je suis un des coprésidents. On est bicéphale. Et Harold David, donc, qui est l'autre coprésident qui présente les théâtres. Bonjour à tous, merci Laurent de cette introduction à cette présentation de cette 56e édition du Festival Off. Le temps passe. Pour compléter ce que vient de dire Laurent sur la présentation du festival, c'est important d'avoir en tête qu'on s'inscrit dans une histoire qui est longue de rebondissements divers et variés, qu'il y a un travail qui a été mené depuis de longues années pour faire en sorte que ce Festival Off qui s'est construit, comme vous le savez, sur une sorte de rébellion face à l'institution du festival qu'on disait IN à l'époque, qu'incarnait Jean Villard. Ça a été porté par notamment André Benedetto. Eh bien, ce festival, il a considérablement évolué depuis cet acte un peu révolutionnaire, puisque effectivement, c'est devenu aujourd'hui l'endroit vraiment de la rencontre entre la production artistique française et une partie de scène internationale et les programmateurs de France qui viennent choisir les spectacles qu'ils vont partager avec leur public sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir qu'il y a à peu près 25% des programmations donc, au niveau national qui sont issues d'une fréquentation par les programmateurs du Festival Off d'Avignon. Et c'est donc effectivement un moment fort de la vie de la production artistique française, parce que si les spectacles ne sont pas vus, s'ils ne sont pas achetés par des programmateurs, eh bien évidemment ils ne peuvent pas rencontrer leur public. Et la durée de vie d'un spectacle, il y a un dernier rapport de la Cour des comptes qui a évoqué les problématiques de diffusion du spectacle vivant en France, montre qu'on est globalement à moins de 5 représentations par création. Déjà au festival, quand vous venez jouer, vous en faites une vingtaine, donc déjà vous crevez le plafond quand vous jouez au Festival Off. Mais en dehors de cet aspect un peu ironique, voilà, c'est important d'insister sur le fait que le Festival Off, à nos yeux, est vraiment à cette intersection entre une volonté publique depuis plus de 30 ans de faire émerger la création, d'accompagner les producteurs, d'accompagner les compagnies dans leur démarche de création, et que malheureusement, il semble que cette politique n'ait pas été suffisamment pensée jusqu'au bout pour intégrer la notion de diffusion derrière, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne de la visibilité et de la vie à non seulement un spectacle, mais derrière toute la chaîne professionnelle qui est impliquée dans une logique de production et de création. Et le Off se trouve précisément à cette intersection-là. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait des journalistes qui nous demandaient en aparté s'il n'y avait pas trop de spectacles dans le Off. Eh bien, nous, avec Laurent, nous considérons que non, il n'y en a pas trop dans le Off, mais malheureusement, il y a trop peu d'endroits comme le Off pour que les spectacles en France soient diffusés, et ça explique une partie de l'engorgement qu'on connaît et qui peut paraître effectivement sans fin compte tenu de la réalité de cette diffusion justement au niveau national. Donc ça permet de faire un lien avec les chiffres clés de l'édition 2022 qui s'articule autour des éléments suivants. Il y a donc 138 lieux, c'est-à-dire 138 enseignes qui vont accueillir des spectacles, dont 124 théâtres. Pourquoi la distinction entre les deux? C'est parce qu'il y a aussi des lieux de diffusion qui ne sont pas des théâtres, qui peuvent être des festivals ou des lieux d'accueil temporaires. Par contre, dans les théâtres, on considère bien l'ensemble des structures, même si elles sont montées pour le temps du festival, qui sont dans une logique d'accueil fermé avec un toit. Voilà. 138 lieux, ça veut dire à peu près 200 salles sur l'ensemble du territoire avignonnais, intra et un petit peu extramuros. Il y a 1570 spectacles qui sont à l'affiche cette année, c'est-à-dire à peu près le même nombre que ce qu'on a eu en 2019, et ce qui veut dire qu'après cette crise sanitaire, l'annulation d'édition 2020, on revient à un niveau d'offre au niveau du festival quasiment identique à la période d'avant la pandémie.
En plus de ces 1570 spectacles, il y a 108 événements qui sont proposés par les compagnies ou les théâtres. Alors, les événements, ça peut être des lectures, des rencontres, des débats, des expositions, bref, toute une offre complémentaire qui est portée par les compagnies et les lieux pour accompagner la programmation des 1570 spectacles dont je parlais tout à l'heure. Sur ces 1570 spectacles, il y a 1094 compagnies françaises qui les portent. Donc on est vraiment sur une majorité d'offres issues de la production nationale, puisqu'il n'y a que 66 compagnies étrangères cette année. Bon, c'est vrai que les années antérieures, il y en avait un peu plus. Sans doute que les effets de la pandémie ne sont pas encore complètement comment dirais-je, résorbé à cet endroit-là, et que la circulation des artistes au niveau international reste quand même compliquée avec certaines zones de France, sans compter qu'il y avait une présence importante de la Russie auparavant au sein du Festival Off d'Avignon, et qu'évidemment cette année, celle-ci est plus réduite. Je voulais insister aussi, puisqu'on parle de la Russie, avant de terminer sur des chiffres, sur le fait que Festival Off, c'est ces 1570 spectacles qui sont un peu le reflet au travers de la parole de tous ces artistes qui viennent raconter des histoires au monde, mais sur le monde, de ce qui s'y passe. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et bien évidemment, on ne peut pas faire ce festival sans avoir plus qu'une pensée, mais vraiment être en solidarité avec le peuple ukrainien actuellement, et notamment évidemment la communauté artistique qui est frappée de plein fouet par cet épisode tragique que nous connaissons tous, et dont on va se faire l'écho au sein de la programmation du Village du Off pendant le festival. Pour terminer sur les chiffres, c'est important de noter aussi que parmi l'ensemble des spectacles présentés, il y en a 180 qui sont des créations qui relèvent du jeune public, donc qui sont destinées voilà, à des programmations pour enfants, sachant que ça va aussi bien de la toute petite enfance, c'est-à-dire des spectacles à partir de 6 mois jusqu'à évidemment des spectacles pour adolescents, ce qui montre là aussi la richesse de la diversité de l'offre au niveau du spectacle jeune public. Est-ce que tu veux rebondir sur la typologie peut-être? Spectacles musicaux, mais Oui, mais enfin, c'est-à-dire qu'après on peut. non, mais je veux dire, c'est important aussi de voir qu'il y a une grosse Ah oui, quantité de spectacles des musicaux ouais. aussi à Avignon. Il y en a 150, vous avez vu, c'est pas négligeable, hein. Et donc en cela, on pense aussi à. Il y a 150 spectacles musicaux. Oui, mais je suis toujours embêté entre le micro. Il y a le réflexe micro qui m'empêche de porter la voix. Donc il y a 150 spectacles musicaux aussi à Avignon. Et d'ailleurs, là, SACEM est un de nos partenaires. À ce titre-là, oui. On va peut-être faire un cours. Juste peut-être dire 2 mots sur la typologie quand même des spectacles, ouais. Parce que c'est important de voir. Je vais faire le camembert, ouais, si tu veux. Du coup. Oui, c'est ça. Je fais le camembert. Alors, le Festival d'Avignon, c'est un festival de théâtre, hein, comme vous pouvez le voir dans le camembert. Il y a 900 pièces de théâtre, qui sont classifiées comme pièces de théâtre, mais il y a aussi, donc comme je vous avais dit, 150 spectacles musicaux. Contrairement à l'intuition qu'on pourrait avoir, alors, je ne sais pas si vous avez cette intuition-là, contrairement à l'intuition, il n'y a pas tant d'humour et de café-théâtre que ça, au sens où il y en a 250, ce qui est déjà pas mal, mais il y a 912 pièces de théâtre. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi on voit quand même il y a des multidisciplines. Alors peut-être on peut dire qu'il n'y en a pas assez. Par exemple, de la danse. Moi, je suis très sensible notamment à la danse contemporaine. Peut-être il en faudrait plus. C'est aussi, vous savez très bien qu'il y a une offre par typologie de spectacle. Il faut qu'en face, il y ait une demande pour la diffusion. Donc peut-être que ce camembert reflète aussi l'état de la demande au niveau du spectacle vivant. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi progresser. Il est intéressant de voir qu'il y a une grande diversité quand même d'offres, et donc nous conseillons tout le temps, de façon chaque année, vraiment, notamment aux programmateurs, mais aussi au public, d'être assez curieux et d'aller voir justement les formes théâtrales qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, parce qu'à Avignon, ils ont la chance que tout ça soit regroupé en un seul endroit, et que donc du coup, on peut, à moindre coût de déplacement quelque part, s'affranchir d'une grande offre, et je pense que c'est assez unique dans le spectacle vivant en France. Je pense pour les chiffres clés, effectivement, voilà, qui reflètent bien cette diversité dont le festival, qui est incarné par le festival,
et que ça nous fait une transition à nouveau pour parler de l'affiche de cette 56e édition, qui est une affiche en fait qui a été réalisée par des élèves de l'École supérieure des beaux-arts d'Avignon, puisque cette année, à l'initiative d'AFSC en partenariat avec l'École des beaux-arts, il y a eu cette volonté de permettre à des jeunes créateurs de pouvoir avoir une visibilité au travers de cette affiche qui est quand même reproduite et comment dirais-je, diffusée de manière très importante. Et ce sont donc 3 jeunes filles issues de l'école qui ont fait cette proposition très colorée, très vive, et qui a accroché le regard de tous ceux qui l'ont choisi. L'année prochaine, on espère pouvoir continuer ce partenariat et permettre en fait au public et à tous les acteurs du off de pouvoir choisir leur affiche parmi les propositions qui seront faites par les élèves du conservatoire, de l'école des beaux-arts, pardon, dans un souci d'être participatif en fait avec l'ensemble des acteurs du off. Donc ça, ce sera pour l'année prochaine. Cette année, le temps était trop court pour mettre ça en place, mais on le fera dès l'année prochaine. On est assez content de cette affiche qui reflète par son côté coloré et vivant la renaissance à laquelle on va assister au Festival Off cette année. C'est une année de reprise. On le répétera encore et encore, je crois. C'est la première depuis 3 ans qu'on va vivre a priori sans masque, sans contrainte de jauge, sans limitation d'offres et de nombre de spectacles dans les théâtres. Donc c'est donc celle de la fête retrouvée, en tout cas on l'espère, et surtout aussi de la liberté en tant que spectateur de pouvoir profiter d'un spectacle sans être sous cloche en quelque sorte et masqué. Voilà, donc une affiche aussi réalisée par des jeunes talents. Et il y aura d'ailleurs une exposition de l'ensemble des affiches proposées par les élèves qui sera faite au village du Off pendant le festival. Donc ça permettra de voir ce à quoi vous avez soit échappé, soit manqué par le choix arbitraire qui a finalement été fait. Alors, je pense qu'on va passer maintenant à la présentation du village du Off. Donc, Julie. Bonjour. Le village du Off, donc voilà Julie. Voilà, et Hugues. Le village du Off, c'est quelque chose qui existe pendant tout le festival. C'est quelque chose qui existe à la fois à destination, évidemment, des artistes techniciens qui sont là. Il y a le soutien de très nombreux institutionnels qui sont là en permanence, AFDAS, des soutiens au niveau comptable, etc. C'est aussi un lieu qui est là, évidemment, à destination et du public et des professionnels. Il y a un certain nombre de tables rondes dont Julie va nous parler dans une seconde. Cette année, le village du Off ne sera pas à l'endroit habituel. Il sera parce que c'est un collège dans lequel la mairie a décidé de faire des plantations pour les élèves, etc. Donc, on est dans un lieu, rue Porquerie, qui est, quand vous prenez la grande avenue de la République, c'est là, ça doit être la 5e rue sur la gauche qui est en impasse, là où il y avait auparavant, je crois que c'était le Capitole qui était là. Et vous avez un lieu dans lequel, d'abord, vous pouvez avoir et retirer les accréditations jusqu'à 19h30. Ensuite, il est même possible, éventuellement, parce qu'il y a, sauf le lundi, il y aura des concerts tous les soirs, il sera même possible parce qu'après 19h30, il faut rentrer avec une carte. Il sera même possible de se faire une carte jusqu'à 2h du matin. À 2h01, c'est fermé, n'insistez pas, il n'y aura plus. C'est un lieu dans lequel, quand vous entrez, vous avez, c'est une agora, vous avez l'ensemble des accueils, vous avez les concerts qui se tiennent le soir, vous avez une autre cour sur la droite dans laquelle vous avez restauration et bar à des tarifs qui sont des tarifs que peuvent se permettre les festivaliers et surtout les artistes et les techniciens. Et il y a encore à droite une 3e cour dans laquelle vous avez l'accueil des pros et de la presse, sachant qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de salles dans lesquelles il y a du coworking. Hugues, si tu veux bien terminer. Merci Julie. Merci Julie. Oui, l'information importante à retenir, du coup, c'est qu'on déménage. On reste sur les mêmes dynamiques que les années précédentes, donc vraiment espace réservé aux professionnels et puis l'espace tout public. On a plusieurs journées importantes prévues. Le 16 juillet, on a une journée dédiée à la sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles. Le 20 juillet, il y a une journée sur les diversités. Le 22 juillet, nous avons une journée sur toute l'économie sociale et solidaire, l'éco-responsabilité.
Et la dernière semaine du festival, en général, au village, elle est consacrée à tout ce qui est culture et social, mais sur le territoire avignonnais. Donc, on va mettre en avant les associations qui travaillent tous les jours pour tous les Avignonnais. Voilà, grossièrement. Après, Hugues avait tout présenté. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je ne sais plus. Merci Gilles, donc qui fait partie de nos permanents, qui est une personne clé dans la structure, sans laquelle beaucoup de choses ne seraient pas possibles. Je ne sais pas dans quel sens tu veux aller. Est-ce qu'on parle de, peut-être qu'on peut parler du temps de la diversité Oui, on peut commencer par ça, parce que en fait, dans les évolutions qu'on souhaite mener à terme au sein du village du Hof, Hugues en reparlera tout à l'heure, il y a cette volonté de mieux éditorialiser les propositions faites aux professionnels d'une part, mais aussi au grand public d'autre part, puisque pour l'instant, c'est vrai que les choses se font en termes de programmation beaucoup à partir des propositions qui sont faites par soit nos partenaires, soit des acteurs divers et variés de la filière du spectacle vivant, et on se réjouit de cette richesse de l'offre. Hein. Il y a beaucoup d'événements qui sont proposés tout au long du mois. Néanmoins, il nous semblait important de réfléchir à comment structurer cette offre à la fois intellectuelle et professionnelle, de mieux l'articuler avec la visibilité qui nous semble nécessaire à donner aux artistes qui sont programmés dans le cadre du Festival Off, notamment parce qu'on a fait le constat que finalement, ceux à qui on donnait le moins la parole dans la programmation du village, eh bien, c'était les 1000 et quelques compagnies qui participent au festival. Or, il nous semble qu'à partir du moment où dans ce festival, on a justement cette diversité de regards singuliers portés sur le monde, parlant du monde, abordant à peu près tous les sujets de société, de politique, historique, qui peuvent traverser notre société, ça semble vraiment important que au sein de cette agora, justement, on puisse s'en faire l'écho de manière beaucoup plus structurée et affirmée. Donc, on va commencer à le mettre un peu en place cette année avec notamment une journée qui va être consacrée à la question des diversités, qui va être abordée sous 3 angles différents. La première va porter sur la représentation et la représentativité des LGBTQIA+, dans le cadre du Festival d'Avignon, tant du côté du répertoire que justement des sujets qui sont abordés ou traités dans le festival. En faisant une étude statistique, on a vu qu'il y avait plus d'une vingtaine de spectacles qui abordaient ces questions-là. De la même façon, Julie parlait tout à l'heure du fait qu'il va y avoir un temps le 16 juillet sur les violences faites aux femmes, etc. J'ai dénombré pas moins de 12 spectacles qui abordent très spécifiquement cette question, allant de l'agression sexuelle au harcèlement. Et donc, voilà, c'est pour dire que des sujets qui traversent notre société française aujourd'hui sont vraiment au cœur des préoccupations des artistes. Le deuxième angle sur lequel on va travailler, ça va être celui de la représentation et toujours de la représentativité des personnes racisées sur les scènes d'Avignon. Voilà, ça peut paraître peut-être étrange de se poser cette question-là, mais c'est vrai que la fracture qui a été révélée notamment par la dernière campagne présidentielle et les clivages qui ont été rendus palpables vraiment à cet endroit-là, montrent aussi au travers d'une initiative comme celle qui était portée par Aïssa, sur son nom, pardon, Aïssa Maïga, voilà, c'est ça, qui a fait ce collectif et ce livre Noir n'est pas mon métier. Voilà, tout ça nous montre bien qu'on est vraiment là à des endroits où il faut que le Festival Off se fasse l'écho de ces réflexions et de ces enjeux sociétaux. Et le troisième axe, il va être consacré à la question de la parité, l'égalité homme-femme, à la fois sur la question, pour interroger la question des moyens dans le spectacle vivant dédié aux femmes, la question de la place des femmes dans le portage des projets, notamment dans les projets de mise en scène, dans l'écriture des textes, etc. Et donc voilà, de voir ça à l'échelle du Off, qui est un bon échantillonnage, en tout cas, il nous semble, des réalités et surtout, c'est un peu triste à dire, mais du chemin qui reste encore à parcourir pour arriver à ce qu'on soit vraiment dans une logique paritaire à cet endroit-là.
Voilà pour cette journée dédiée à la diversité qui sera le 20 juillet, donc avec 3 temps forts répartis sur la journée. Et puis, on va avoir une journée importante aussi pour le festival, parce que ça s'inscrit dans la stratégie RSE que l'association AFSC a validée il y a 3 ans de cela maintenant, sous l'initiative de Pierre Beffette, qui était président à l'époque. Et donc, parmi ces différents axes, la question de l'éco-responsabilité est voilà, au cœur des sujets. Et on va à nouveau rappeler Julie ainsi que Raymond, Yana, qui vont donc présenter les différents aspects de cette éco-responsabilité traduite au travers d'une journée donc, qui sera le 22 juillet, si je ne m'abuse. Et il y aura 2 aspects qui seront évoqués, la partie environnementale d'un côté, et puis vraiment un projet qui nous tient à cœur et que Laurent introduira sur la question de la réflexion à mener sur un label pour les acteurs du off, mais je te laisse le soin de l'amener le moment venu. Peut-être, Julie, tu veux commencer sur... Après, plutôt. Ok. Donc, du coup, eh bien... on peut quand même parler un petit peu de l'éco-responsabilité, donc de ce moment-là, ouais. qui aura lieu le... Non, donc non, tu n'es pas Julie, en fait. Hein. On a appelé Julie, moi j'arrive. On parlera, je pense, plutôt du label, peut-être, tu sais, quand on parle des prospectives. Probablement que moi et Raymond, on parlera du label plutôt vers la fin. Je pense que c'est plus intéressant. En fait, il est dans les deux, mais je pense que c'est intéressant. Dans l'éco-responsabilité, c'est encore un autre sujet, hein, avec la diversité, qui est un sujet qui nous touche tous et toutes, et pas seulement dans le spectacle vivant, on le sait tous. Mais dans le spectacle vivant, et notamment au Festival Off, il y a des sujets d'éco-responsabilité, de manière générale, d'économie sociale, solidaire, écologique. Et dans ce 22 juillet, il y aura une journée consacrée à l'éco-responsabilité avec des rencontres et des débats. On parlera tout à l'heure de ce que AFSC lance comme initiative dans le cadre de l'éco-responsabilité, mais vous savez que dans le cadre du spectacle vivant, on parle du papier, on parle de billetterie, on parle de transport, on parle de mutualisation au niveau de tout ce qui est de déchets, etc., et de recyclage. Donc, pendant cette journée-là, il y aura un temps fort qui sera consacré à ça. Pour nous, c'est important de dire que c'est non négligeable et que ça n'est pas du tout périphérique. Ça n'est pas périphérique dans la société de manière générale, mais ça n'est pas non plus périphérique dans le spectacle vivant et encore moins au Festival Off. Comme disait Harold, dans ce concept d'économie sociale, solidaire, écologique, il y a la notion des pratiques et de la définition de pratiques qualitatives pour les théâtres et les compagnies. Mais ça, on en parlera avec Raymond dans les prospectives à la fin de la conférence de presse. Mais sachez que cette discussion autour de mise en place de pratiques et d'une manière de fonctionner entre théâtres et compagnies dans le cadre de l'économie sociale, solidaire, écologique, il y aura un débat qui aura lieu pendant cette journée de l'éco-responsabilité qui s'appellera le temps du label et qui aura lieu entre 10h et 12h, donc le matin du 22 juillet. Voilà, maintenant je te laisse la parole, Hugues, pour parler des perspectives 2023 ou si tu veux compléter sur l'éco-responsabilité. Oui, justement, il y a 20 ans, il faut se rendre compte, il y avait 500 spectacles sur Avignon. Aujourd'hui, il y en a 1570. Ça amène donc à ce qu'il y ait vraiment une réflexion écologique qui soit de nature un petit peu différente. Il a été mis en place par AFSC des éco-packs qui permettent d'avoir des affiches qui sont sur papier recyclé, qui sont faciles après à détruire et qui n'interviennent en rien sur l'environnement. Il y a 493 éco-packs qui ont été pris actuellement par les compagnies. On se retrouve avec, on a fait un effort il n'y a plus de bouteilles d'eau par exemple. Vous avez maintenant des éco-cups. On n'a pas encore, il faudrait des gourdes, mais ça a un prix de revient qui n'est pas possible pour nous.
Donc, on travaille sur tous ces éléments-là. On travaille sur, évidemment, les affiches, en sachant que ce qui est le plus pénalisant pour les affiches, ce sont essentiellement ces immenses banderoles sur lesquelles vous avez des murs entiers couverts pour un seul spectacle. C'est ce sur quoi on doit travailler. On doit travailler avec l'aide de la mairie, mais c'est une décision qui, en tout état de cause, reviendra à l'Assemblée générale, puisque ça reviendra à l'ensemble des compagnies et des participants qui sont là. En matière de RSE, il y a également un certain nombre d'activités qui sont mises en place. Il y a sur Avignon, vous le savez, 6 000 artistes, il y a 33 000 levées de rideaux. C'est le plus grand festival de France. C'est le plus grand. Vous avez d'autres festivals qui sont un peu plus connus, mais qui sont sur des durées beaucoup plus courtes. Celui-là, c'est le plus grand festival de France. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, y compris avec les habitants. Vous avez des hébergements solidaires qui ont été décidés avec des habitants qui ont décidé de s'investir et qui permettent qu'il y ait une chambre pour un artiste ou un technicien. Vous avez également 10 restaurants que vous trouverez sur le catalogue, qui sont des restaurants qui sont référencés et qui proposent un repas à 8 € pour ceux qui sont détenteurs d'une carte compagnie. Vous avez des tables rondes qui vont être mises en place pour réfléchir notamment sur ce qui est jeune public. C'est peut-être vous qui allez en parler par la suite. Oui, alors je vous laisse la parole. Alors. Juste pour compléter ce que tu disais, Hugues, par rapport à l'affichage. Alors, le décret de l'affichage qui va bientôt sortir, mais qui n'est pas encore totalement validé par la mairie, donc on ne peut pas vous le communiquer pour l'instant. Hein. Il est fait en collaboration entre la FSI et la mairie, mais il faut que la mairie valide le décret. Il y aura déjà l'interdiction des banderoles, donc c'est-à-dire de faire plusieurs affiches côte à côte. Pour pouvoir pour pouvoir permettre une meilleure diversité et justement une meilleure justice entre les différentes tailles de production. Hein, vous avez vu à Avignon des gens qui se permettent de prendre des murs entiers dépassant largement ce que conseille FSC, c'est-à-dire 150 affiches. Donc là, dans le décret, il y aura des limitations en nombre d'affiches par production et l'interdiction de mettre plusieurs affiches côte à côte, enfin de faire des banderoles. Évidemment, c'est une interdiction. Est-ce que après il y a l'exécutif qui doit passer derrière, c'est-à-dire il faut que si les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on va faire preuve de pédagogie, expliquer point par point pour chaque point du décret pourquoi est-ce qu'on a décidé avec la mairie de faire ça. Mais maintenant, après, on compte aussi sur ce qui compte, c'est pas du tout d'être punitif. Ce qui compte, c'est de faire comprendre aux gens l'importance de ce genre de points et que les gens se responsabilisent d'eux-mêmes. C'est pas facile dans un monde aussi concurrentiel, dans ce moment aussi concurrentiel, mais à un moment donné, on s'en sortira pas si on n'est pas tous ensemble à essayer de s'en sortir. Donc, bien sûr que le décret aide, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi que les gens prennent conscience de l'utilité, de la modération, sachant que nos dernières réflexions à ce sujet montrent qu'il y a quand même une corrélation très faible, voire une corrélation presque nulle entre le nombre d'affiches qu'on place et la fréquentation. Donc, ça participe du folklore. Maintenant, ne mettons pas, il ne faut pas que les compagnies, les productions mettent trop de pression et fassent trop d'enjeux de cet affichage, bien qu'ils servent, et nous l'a rappelé la mairie d'Avignon hier, la maire au folklore du festival. C'est un peu l'enjeu pour arriver à trouver une solution, c'est comment conserver cette image festive, un peu anarchique que traduit effectivement l'affichage sauvage dans les rues d'Avignon, tout en inscrivant ça dans une démarche à la fois éco-responsable et plus respectueuse des pratiques de bonne entente entre acteurs sur un même territoire. C'est vrai que les artistes sont souvent déplacés quand ils viennent faire le festival, ils se retrouvent souvent à faire beaucoup de choses qui ne relèvent pas de leurs compétences, ni de leur champ d'activité habituelle, et l'affichage en fait partie, où outre les prises de risques réelles qui sont faites pour aller accrocher des affiches sur les gouttières ou autres, on a un climat en fait qui s'instaure assez violent, assez brutal, et qui
n'est pas le reflet qu'on souhaiterait voir se faire du monde de la culture à un temps aussi festif que celui du Festival Off. Mais effectivement, l'équation n'est pas simple à résoudre, parce qu'en face, on a une collectivité qui tient à ce que la ville soit en festival, comme elle a coutume de le dire, et donc on a proposé, maintenant il faut en définir les modalités, de réinventer un folklore pour le off, sachant que le folklore n'est pas forcément gravé dans le marbre de toute éternité, et qu'on ne peut pas faire abstraction de la nécessité d'agir à cet endroit-là. Il faut avoir le courage de le faire à un moment donné, Exactement. si on veut prendre justement nos responsabilités. Et sachant qu'AFSC n'est pas le lieu de la coercition, AFSC est le lieu de la réflexion, du dialogue. On compte évidemment sur les autorités pour nous soutenir, mais l'idéal, évidemment, est que les compagnies, les artistes prennent conscience de ces enjeux-là. Pour terminer sur ce village du off, juste vous dire que donc dans cette logique d'éditorialisation qu'on initie cette année, nous avons commencé à nous rapprocher du magazine La Scène, donc je ne sais pas s'il est là d'ailleurs aujourd'hui représenté, mais en tous les cas qui est voilà, un des spécialistes du secteur culturel et de la profession, et on travaille à des perspectives de collaboration pour renforcer justement ce temps fort professionnel, mais je vais laisser Hugues en dire quelques mots. Oui, nous sommes rapprochés d'eux parce qu'il y a évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ce but et cet intérêt aussi du village du off qui n'est pas seulement pour les artistes et les techniciens qui finalement ont assez peu de temps pour venir au village du off en dehors des moments de détente le soir, mais c'est également pour les professionnels et surtout pour le public, parce que le public, lui, il est là, qu'il va voir 4 spectacles par jour, c'est difficile d'en programmer beaucoup plus, et il est au contraire très très intéressé par le fait de savoir comment se passent les choses. Donc on s'est rapproché, on a vu ce qui se passait un petit peu au niveau des BIS à Nantes, qui est également un échange d'informations sur lequel la FSC est également présent, mais qui est également un échange d'informations avec les professionnels et avec les publics. Et il y a donc un certain nombre de choses. Sur cette année, avec la scène, nous aurons une table ronde qui sera dans la peau d'un programmateur. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement instructif, car vous verrez au travers de ça que la plupart des programmateurs, quand on leur demande comment ils font leur programme, ils vous disent qu'ils soient du off ou du privé ou du public, hein, mais ils commencent d'abord par prendre des places dans le in, parce que sinon il n'y en a plus, qu'ensuite ils vont voir un certain nombre de théâtres qu'ils connaissent, parce qu'ils se disent qu'il y aura toute une partie de programmation qui est intéressante pour eux, parce que les directeurs artistiques, ils ont intérêt à avoir des spectacles qui attirent beaucoup de monde, à ce que notamment le maire soit satisfait et puisse justifier du fait qu'il les a mis dans cette position. Mais ils ont également intérêt à aller voir un certain nombre de petits spectacles, parce que pour un programmateur, acquérir un spectacle avec des vedettes ou avec un Molière ou avec une vraie notoriété, c'est quelque chose qui est très difficilement négociable et qui est très cher. Avec les restrictions de budget qu'il y a maintenant pour les directeurs de théâtres municipaux, il y a donc la nécessité de travailler aussi bien avec des compagnies locales qu'avec un certain nombre de spectacles qui sont des spectacles coup de cœur, mais qui font qu'ils vont également aller non seulement au-delà de ces théâtres qui sont déjà identifiés, ils vont également aller vers des salles qui sont des salles plus petites où se trouve toute l'émergence du spectacle vivant, où se trouvent les compagnies les plus fragiles et les compagnies les plus jeunes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant que d'avoir des tables rondes de ce type pour donner l'information, pour que chacun puisse prévoir comment il va travailler. Il y aura également une table ronde sur l'international. Il y a un certain nombre d'artistes qui sont intéressés, par exemple, par l'exemple d'Édimbourg, qui est sur un mode qui est complètement différent, qui est un festival dans une ville qui a 3 fois la population d'Avignon, donc qui a un public captif qui est plus important. Et donc, il y aura un certain nombre d'autres expériences à l'international avec le Théâtre de Milan, etc. Merci Hugues. On va parler maintenant de différents dispositifs et notamment le fonds de soutien à la professionnalisation. Donc Raymond, si tu peux venir ici, ce serait super.
Donc c'est Raymond qui va. Donc Raymond qui est secrétaire de AFC, Avion Fission et Compagnie. Bonjour à tous. Il faut prendre le micro. Exactement. Ah oui, Alors là, après, il y a un savant mélange entre porter la voix et Oui, hurler dans le micro. Alors, moi, on m'a confié la mission de vous parler du fonds de soutien que vous connaissez de toute façon certainement tous, puisqu'il a été créé en 2007. Depuis 2007, il y a 825 artistes qui ont été soutenus et aidés pour un montant global de 822 787 €. Donc, ce fonds est abondé par plusieurs sources. Les institutions qui nous accompagnent, comme la SACD, la Spedidam et la SACEM, voilà, il ne faut pas que j'en oublie un seul. Le Centre national de la musique. Bon. Dans ces cas-là, on oublie Très toujours. bien. Il est abondé également grâce à la participation des professionnels qui demandent leur carte d'accréditation, qui a légèrement augmenté à peine 30%, donc il y a 2 ans, donc qui est maintenant à 35 € et qui vient alimenter ce fonds-là. Il y a également une participation de la part du public qui achète son ticket, son billet sur Ticket Off, puisqu'il y a une commission d'1 € qui vient alimenter ce fonds de soutien, et c'est évidemment pas négligeable du tout. Et enfin, il y a, c'est une nouveauté cette année, une campagne de crowdfunding qui permettra, et vous avez ça sur votre dernière page, vous pouvez flasher le code tout de suite si vous voulez, où vous pouvez faire des dons pour venir alimenter ce fonds-là. Donc pour cette année, nous avons reçu 200 demandes, 200 structures ont déposé des dossiers. Ces dossiers-là seront étudiés à une première commission qui se tiendra le 28 juin, d'une commission constituée de Donc, de membres du conseil d'administration et également de représentants des différents financeurs, notamment au niveau des organismes professionnels qui abondent ce fonds. Voilà, alors nous espérons recevoir suffisamment d'aide pour que le maximum de structures puissent être aidées. À l'heure où on se parle, évidemment, il y a quelques incertitudes, puisqu'on ne sait pas encore combien de billets vont être vendus pour Ticket Off. Évidemment, on peut imaginer qu'il y en aura au moins autant qu'en 2019. L'année 2021 est une année un peu particulière. Au niveau des cartes de professionnels, on peut imaginer que ce sera un nombre constant. Et nous espérons la grosse surprise concernant le petit code barre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et peut-être que là, nous aurons... voilà. Donc, bien sûr, plus on aura de fonds, de finances, plus de compagnies seront aidées. Mais voilà, pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, mais tous les ans, évidemment, il y a des compagnies qui sont un peu déçues parce qu'elles n'ont pas été choisies. Et j'espère que cette année, messieurs les coprésidents, nous pourrons mettre en place un accueil digne de ce nom auprès des compagnies qui n'auront pas pu malheureusement être aidées, pour qu'elles puissent au moins avoir des explications dignes. Voilà. Je l'espère pour elles. Merci. C'est bien prévu comme tel. Peut-être pour donner 2-3 éléments complémentaires sur ce fonds de soutien à la professionnalisation, qui sont vraiment importants à avoir en tête. Les 205 demandes dont vient de parler Raymond représentent un besoin de 700 000 €. C'est-à-dire que les 205 dossiers en question sont tous éligibles au regard des critères qui sont ceux de ce fonds, et que donc pour pouvoir y répondre, il faudrait qu'on puisse disposer d'un budget de 700 000 €. Quand vous regardez le chiffre de ce qui a été engagé depuis 2017, 822 787, donc vous voyez qu'en 5 ans, enfin 4 ans en l'occurrence,
non 3, parce qu'il y a eu 2020 qui a sauté, pardon, en 3 ans, eh bien, on est à moins d'un tiers voilà, des moyens nécessaires pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes. Donc, il y a un vrai décalage entre les besoins et ce qu'on peut lever actuellement comme financement, malgré l'engagement de nos partenaires et le soutien du public au travers de ticket off notamment. J'insiste sur ce point-là parce que ça fait partie de la réflexion qu'on a commencé à engager au sein du conseil d'administration pour réinterroger ce fonds de soutien, non pas pour remettre en cause évidemment le soutien aux artistes, mais bien plutôt comment voir s'il y a possibilité d'aider mieux en aidant autrement. Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on va réinterroger le dispositif, mais bon, pour cette année, il va fonctionner comme d'habitude, mais dans des contraintes budgétaires qui sont celles qu'on vient d'évoquer. Bonjour, donc je m'appelle Agnès Chamac, comédienne et je dirige le Théâtre des Brunes. J'ai eu l'honneur d'être accueillie par la ville d'Avignon et d'être et maintenant de faire partie du conseil d'administration depuis peu. Donc, comme vous pouvez le constater, notre grande préoccupation est justement les fonds de soutien et on cherche véritablement dans tous les sens quels peuvent être les dispositifs et comment les multiplier, d'autant plus dans notre conjoncture, dans la conjoncture actuelle. Et moi, ce que je peux vous dire des deux dispositifs existants à ce jour, c'est la billetterie spécifique au festival qui est ticket off, qui est importante parce que 1 euro de la vente de l'achat d'un billet va au fonds de soutien. Et la carte off, qui est très importante aussi, car force est de constater que les spectateurs ayant la carte off vont voir 3 fois plus de spectacles qu'un spectateur n'en ayant pas. Voilà, sachant que ce sont les dispositifs à ce jour et que finalement, ça conclut un petit peu tout ce qui a été dit avant et qui montre notre préoccupation à chercher des dispositifs divers. Voilà. Constellation, c'est un dispositif qui a été initié par un de nos camarades qui s'appelle Ronan Rivière, il y a 3 ans de cela, je crois. Et malheureusement, ce dispositif n'a pas pu être mis en place à ce moment-là, mais il l'est à partir de cette année. Donc, qu'est-ce que c'est que Constellation? Constellation, c'est associer les auteurs, puisque c'est un dispositif qui est mené conjointement avec les EAT, comme on vient de vous le dire, et AFSC, qui accompagne à parité parfaite le dispositif. Les auteurs, bien entendu, les auteurs contemporains, les compagnies et les lieux. Donc, dans ce dispositif-là, il y a un appel à texte qui a été fait par les EAT, une sélection de textes a été établie. Ensuite, des lieux ont été comment dirais-je, sollicités pour voir quel type de texte ils étaient prêts à recevoir. Et ensuite, une liste de lieux a été établie également et un appel on a appelé les compagnies à faire un projet. Ce projet sera présenté Le 12 juillet. Le 12 juillet au conservatoire. Donc, ça démarre. Il y a 4 lieux qui s'inscrivent dans ce dispositif-là. On peut les citer ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Alors, on va les citer. Tu vas les citer là? Ah bah, bien sûr, on va les citer. Alors, je crois qu'il y a la Factory, il y a l'Espace Alia, il y a le Transversal, et enfin… Le dernier, j'ai un trou. Ça, c'est toujours terrible. Les Lilas, peut-être? Jamais citer. Non, c'est pas des Lilas. Non. Bon, on est désolé pour ce, surtout que le son est revenu, je suis d'autant plus désolé. On va le trouver. Mais on va le retrouver et toutes nos excuses auprès de ce théâtre d'ores et déjà. Voilà, mais on va le retrouver, c'est promis. Voilà. Et donc au mois de juillet, eh bien, les contacts vont être pris et cette production sera présentée dans ces 4 lieux en 2023.
Donc, c'est aidé, bien entendu. Il y a une aide de la part de la SACD qui, évidemment, soutient ce projet. Ah ben voilà, Éric Verdun, c'est bien. Viens, Éric, tu vas m'aider. Parce que là, j'ai remplacé un peu au pied levé, mais D'ailleurs, peut-être que tu connais le nom du 84. voilà. Tu veux t'asseoir sur mes genoux, peut-être Donc, Eric, pour les EAT. Voilà. Alors, on avait un doute sur le 4e théâtre, mais peut-être tu peux nous aider. Alors, pas de mémoire, je l'ai dans mes notes, j'arrive. Ah, bon, c'est très bien. Comme vous voyez, c'est un dispositif qui démarre. Hein. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est très. En fait, on avait avec le fonds de professionnalisation un dispositif de soutien, notamment pour les compagnies, mais il ne faut pas oublier les auteurs. Ce sont souvent les oubliés de beaucoup de dispositifs. Et donc, on attache une grande importance au Festival Off, qui est un lieu de création aux auteurs. Et via Constellation, c'est quand même un dispositif qui est non négligeable, enfin qui démarre, mais qui va être non négligeable. Vas-y, Eric, c'est parti. Ah, c'est pas tout à fait la liste que j'ai indiquée tout à l'heure. Alors, vas-y, Eric, toi, tu as les notes plus récentes. Oui, donc les quatre théâtres qui sont nos partenaires sont les Barriques, l'Espace Alia, Île 80 et le Théâtre Transversal. Je pense que vous l'avez déjà dit, ce sont des théâtres qui sont engagés notamment à accueillir les compagnies en respectant un plafond. Donc pour les compagnies, c'est extrêmement important puisque elles peuvent plus de 2 ans à l'avance, préparer un budget en sachant exactement combien ça va leur coûter. Donc ça change complètement le rapport à la production. D'abord, elles ont le temps de chercher des subventions. Et puis, elles arrivent dans un théâtre qu'elles connaissent, avec un encadrement qu'elles connaissent. Donc, on sort de l'urgence et on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la collaboration avec un ou une directrice de théâtre qui a choisi ce texte et qui donc non seulement programme, enfin qui exerce une programmation politique. C'est-à-dire qu'elle décide, il ou elle décide de programmer des auteurs vivants, des auteurs ou des autrices vivantes, et de soutenir des compagnies qui elles-mêmes souhaitent s'investir dans la création contemporaine. Voilà. Est-ce qu'on pourrait citer les auteurs ? Bien sûr, il s'agit donc ces auteurs peut-être vous l'avez déjà dit, sont issus du comité de lecture des écrivains associés du théâtre. Et les écrivains associés du théâtre, chaque année, lisent plusieurs centaines de textes, à la fois en jeunesse et à la fois en tout public. Ils arrivent, les écrivains associés du théâtre, à une sélection d'une dizaine de textes tout public et de 5 à 6 textes de jeunesse. Et ce sont ces textes-là qui sont soumis au directeur de théâtre d'Avignon. Parmi cette sélection, là c'est la sélection donc 2019, Covid oblige, et à partir de l'automne prochain, nous soumettrons aux directeurs et directrices de théâtre les sélections en plus 2020, 2021 et 2022. Donc ils auront de quoi lire. Mais c'est extrêmement important, je trouve, de proposer aux directeurs et directrices de théâtre de lire les textes et d'avoir un rapport privilégié directement avec les auteurs et avec les autrices. Ça, c'est remettre les directeurs et directrices à un endroit politique d'exercice de leur métier. Les auteurs qui ont été, sur lesquels des compagnies se sont positionnés et directeurs de théâtre se sont positionnés cette année, c'est Sabine Revillet pour Mon grand-père ce robot, Jacques Dupont, Une vie là-bas, Stéphane Pisani pour Mademoiselle Océan et Catherine Dalle pour Le chant de la baleine. Tous ces textes, à l'origine, sont des textes non édités et non joués. Ça fait partie des conditions qu'on demande aux auteurs quand ils envoient leur texte au comité de lecture. Voilà, en 2 mots. Ok, bah merci beaucoup, c'était hyper complet, c'est cool. On s'en va. Reste pas loin, Raymond, parce que... Reste pas loin, Raymond, parce que ça va parler label. Donc, à mon avis, si tu pouvais rester là, c'est pas mal. Donc, maintenant, on va conclure par les perspectives sur le off que nous portons avec Harold. Tu peux commencer, Harold. Merci, Laurent. Donc, effectivement,
Comme vous le savez, peut-être Laurent et moi-même avons été élus le 12 avril dernier, donc ça fait peu de temps que nous coprésidons donc cette association. Et qui dit coprésidence fait que forcément on parle de gouvernance. C'est important de dire 2 mots là-dessus parce que les 3 axes sous lesquels nous avons placé notre mandat intègrent cet aspect-là. Pourquoi ? C'est que il nous semble que pour une association comme AFSC puisse être la plus représentative de l'ensemble des acteurs du off, que ce soit les compagnies et les théâtres notamment, il est nécessaire que la gouvernance soit portée par ces 2 entités-là. Souvent, ça a été soit l'un, soit l'autre, avec les bonheurs, mais aussi les difficultés qui ont pu être rencontrées, notamment en créant des tensions, alors même que ce qui nous semble être l'ADN fondamental du Festival Off, c'est bien la coopération entre les compagnies et les théâtres. Nous, à FSC, on considère que nous ne sommes que des récipiendaires du travail qui est mené par les compagnies et les théâtres tout au long de l'année pour préparer leur programmation. Le Festival Off n'appartient pas à FSC, il appartient à ceux qui le font, à savoir les compagnies et les théâtres. Et il y a ce mandat de confiance qui existe depuis 15 ans maintenant entre les acteurs du Off et AFSC pour pouvoir accompagner justement l'ensemble des acteurs à promouvoir leur travail. C'est vraiment dans cet axe-là que nous nous situons et que pour cela, la dimension de démocratie participative est essentielle à la gouvernance d'une association comme AFSC. Qu'est-ce que ça veut dire, démocratie participative à l'endroit du off ? Eh bien, ça veut dire que toutes les décisions qui peuvent être prises par le conseil d'administration, elles doivent faire l'objet d'une concertation dès lors qu'elles touchent à l'outil respectif des compagnies et des théâtres, c'est-à-dire leurs moyens de production d'un côté et les moyens de diffusion de l'autre. Et ça, c'est essentiel d'être dans cette logique horizontale, de faire en sorte qu'il y ait une participation active des acteurs à la destinée de ce festival, parce qu'encore une fois, il leur appartient. Et c'est peut-être en ça, au niveau de la gouvernance, on est en train de travailler à une refonte des statuts de l'association qui sera présentée à la prochaine Assemblée générale, avec le souci vraiment de trouver le bon point d'équilibre entre une nécessaire horizontalité pour que des décisions soient prises et que les choses avancent, mais qu'en même temps, cela repose d'abord sur une concertation horizontale permettant de faire en sorte qu'on ne soit pas effectivement, comme le dit Laurent, dans la coercition, de telle sorte qu'il y ait vraiment des dossiers qui puissent évoluer, et il y en a beaucoup qui nécessitent d'être mis sur la table pour le Festival Off, parce qu'on touche vraiment à tous les aspects de l'économie globale de la filière du spectacle vivant, et on ne peut pas faire l'économie de s'en préoccuper quand on est en responsabilité au Festival Off. Un des aspects, et c'est comme ça que je vais introduire la prise de parole de Raymond, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, y compris quand il était lui-même président d'AFSC il y a quelques années, sachant que Laurent aussi va compléter justement mon introduction, c'est que on a souvent tendance à penser que, ou à dire même, à stigmatiser le Festival Off comme un festival qui ne serait pas assez professionnalisé, qui créerait les conditions d'un déséquilibre dans le rapport des forces entre les compagnies et les théâtres étant là pour, c'est souvent des choses qui ont été récurrentes et rapportées de manière souvent exagérée, pour vivre sur le dos des compagnies. Enfin voilà, toute une stigmatisation qui ne traduit pas, nous semble-t-il, la réalité, encore une fois, de la coopération qui est la base du travail entre les uns et les autres, et que si cette coopération n'était pas comment dirais-je, efficiente, ça fait longtemps que le Festival Off n'existerait plus. C'est quand même 56 ans que dans des contrats de droit privé, les uns et les autres s'entendent pour travailler ensemble, certes parfois avec des tensions, mais néanmoins ça existe et ça continue. Mais on peut faire mieux. Voilà. On peut faire mieux, on va faire mieux. Alors, c'est très important que ce soit là, je trouve, Harold et moi, Raymond et moi, pardon, parce que on va parler un peu d'un bébé commun, alors qu'on n'a pas fait ensemble, mais qui est un peu commun quand même. En fait, toutes ces problématiques autour des théâtres et des compagnies, c'est quelque chose qui... je représentais avant, j'ai été auparavant président des Sentinelles, la Fédération de compagnies de spectacle vivant. C'est quelque chose qui a beaucoup préoccupé les compagnies, les améliorations des conditions de travail au sein du Festival d'Avignon. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. On en parle beaucoup dans la presse, on parle beaucoup au sein des artistes, etc. En fait, on en parle beaucoup, mais on n'a jamais il n'a jamais eu d'initiative, en tout cas poussée entre théâtre et compagnie, comme on va le faire et qu'on est en train de le faire,
pour pouvoir déjà formaliser tout ça, décrire tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire que les conditions de travail et la collaboration entre les théâtres et les compagnies? Comment est-ce qu'on peut formaliser, évaluer qualitativement, mais de manière objective et en dehors de toute considération artistique, la problématique de la collaboration entre les théâtres et les compagnies? Et en fait, c'est facile d'être dans la posture et dans la radicalité dans ces problématiques-là. C'est beaucoup plus difficile d'être dans la nuance, dans la mesure et dans la discussion. Et on a essayé un défi, nous, c'est d'essayer d'être dans la mesure, dans la nuance et dans la discussion entre les théâtres et les compagnies. Donc c'est le stade d'après de la posture et de la radicalité. Mais c'est le stade qui fonctionne en fait. Donc, il s'agit en fait, entre nous déjà, de façon horizontale. Donc, il y a eu les états généraux du Festival Oeuvres d'Avignon qui, on va dire grâce quand même au Covid, même si c'est toujours bizarre de dire grâce au Covid, se sont formés et ont interrogé le fonctionnement du festival. On a été très vite rejoints par la Fédération des théâtres indépendants et d'autres théâtres avignonnais pour discuter autour de la collaboration entre les artistes, les compagnies et les théâtres. Et en fait, est né de ce... Alors, Raymond va vous expliquer que c'était même encore avant, les prémices, et notamment Sentinelle, mais aussi au sein de la FFC. Mais il y a eu des prémices, mais là, à partir de là, on a réellement commencé à discuter pour améliorer les choses. Et Raymond vous va vraiment rentrer dans les détails, mais l'idée est de se dire que il faut précisément établir une espèce de cahier des charges, à la fois pour les compagnies et à la fois pour les théâtres et à la fois quelque part pour la jonction compagnie des théâtres de manière symétrique. Et ça, pour travailler à la professionnalisation de la filière et pour pouvoir aussi en finir avec cette image qui est parfois exagérée et qui est en fait la plupart du temps très exagérée, une espèce de off où on ne sait pas à peu près ce qui s'y passe. Il faut via ce cahier des charges, professionnaliser la filière et en les incluant, rendre la confiance, augmenter leur confiance à tous nos partenaires, notamment les sociétés civiles et les pouvoirs publics. Et c'est dans ce cadre-là que les compagnies et les théâtres sont en train d'initier une discussion. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la discussion aura lieu aussi au sein du village du Hof le 22 juillet entre 10h et 12h. Et je vous conseille vraiment de venir. Ces problématiques-là sont au cœur du Festival Hof. On en parle depuis suffisamment longtemps et là, on est en train de les résoudre en fait. Et je passe la parole à Raymond. Avec ce micro ou tous les micros marchent maintenant? Tous les micros marchent. Tu es autonome. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Oui, alors comme tu le disais, Laurent, c'est une problématique qui existe depuis très 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 longtemps sur ce Festival d'Avignon. Les différents clivages, on ne va pas y revenir, vous les connaissez comme moi. Mais bon, à un moment, en parler, c'est bien, mais prendre le taureau par les cornes et essayer d'amener des réponses à toutes ces questions, voire quelquefois quelques injustices, c'est mieux. Voilà. Donc, ça faisait partie d'un projet qui existait dans AFSC en 2016, qui a été peut-être mis en sommeil, mais bon, qui se réveille maintenant au niveau d'AFSC, et c'est tant mieux. Mais d'autres n'ont pas attendu que AFSC commence à y penser. Donc les EGOF, l'année dernière, ont commencé à réfléchir et à essayer de réunir différents protagonistes pour en discuter. La Fédération des théâtres indépendants ont commencé un travail il y a plus d'un an maintenant, en mars de l'année dernière. Il y a un groupe de travail qui s'est constitué se constitué de lieux. Et en fait, ce que j'ai préconisé, c'est que dans un premier temps, les compagnies travaillent, parce qu'un label, c'est pas asymétrique. Un label, ça doit être complètement symétrique. Avec un label, ça veut dire un certain nombre de critères sur lesquels on s'engage, qui peut être contrôlé par un organisme indépendant, que l'on doit demander, c'est pas automatique, et surtout, ce n'est pas obligatoire. L'idée, c'est que obtenir ce label, c'est un plus. C'est un plus qui permet à ceux qui le souhaitent de s'améliorer, de faire en sorte que ce qui n'est pas tout de suite possible le devienne peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, avec un accompagnement, avec des aides. Et pour cela, évidemment, il faut qu'il y ait cette volonté. Donc, ça doit être une démarche volontaire de la part des compagnies comme de la part des lieux. Alors, il y a des choses qui ne concernent que les compagnies par rapport aux artistes, par rapport aux
conditions salariales, conditions sociales, etc., etc. Il y a des choses qui concernent les lieux par rapport aux conditions d'accueil des compagnies, du public, des professionnels. Et puis, il y a des choses qui sont évidemment, il y a évidemment une intersection entre les compagnies et les lieux. Et le moment venu, ce n'est pas encore tout à fait le moment, mais bientôt, en septembre, octobre, le moment venu, le groupe qui travaille au niveau des compagnies et le groupe qui travaille au niveau des théâtres vont pouvoir se rencontrer pour pouvoir dire voilà ce que nous pensons bien pour vous, et vous allez nous dire ce que vous pensez bien pour nous. Voilà. Et on va essayer d'harmoniser les points de vue pour arriver à un consensus le plus large possible. Alors, un label ne peut pas s'imposer, AFSC n'imposera jamais quoi que ce soit à qui que ce soit. L'expérience a montré que quand on demandait et on exigeait des lieux un certain nombre de choses, ça ne marchait pas. Et exactement la même chose pour les compagnies. On peut toujours dire aux compagnies qu'elles doivent payer leurs comédiens. Si elles ne peuvent pas, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat tout de suite, mais c'est évident qu'un label ne peut s'imposer à personne. C'est pourquoi on renverse la chose et on dit ce sont les compagnies et les lieux qui demanderont à avoir ce label, qui connaîtront évidemment tous les critères pour obtenir ce label. Voilà. Et ce label sera incitatif et ça apportera alors, quelque chose. l'idée, c'est que ce label soit suffisamment incitatif pour que ça apporte quelque chose. Parce que souvent, quand on discute, on dit, mais à quoi veux-tu que ça me serve, moi, ce label? Quand je discute avec quelques directeurs de lieux, moi, mon lieu est connu, il est reconnu, il a... Bon, eh bien peut-être, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de rencontres avec la nouvelle équipe qui est maintenant à la gouvernance, beaucoup de rencontres avec tous les organismes, on en a déjà parlé tout à l'heure, vraiment tous ces organismes, tous disent la même chose. Si ce label existe, nous participerons déjà à la réflexion, déjà pour commencer, parce qu'il est évident qu'ils participeront, mais pour moi, quand on me dit qu'on participe à la réflexion, c'est qu'on a une idée derrière qu'éventuellement on pourrait aider au financement. Voilà. De toute façon, c'est hyper important pour eux. Voilà. Donc, après tout, si une compagnie s'engage sur un certain nombre de choses, pourquoi ne pas les aider à atteindre l'objectif? Si des lieux s'engagent sur un certain nombre de choses, pourquoi ne pas les aider à atteindre ces objectifs? Et à ce moment-là, effectivement, on est dans quelque chose d'incitatif et quelque chose qui donne envie. Quand on a le label, eh ben peut-être qu'on atteindra des objectifs plus ambitieux que si on ne les a pas. Voilà, je connais beaucoup de directeurs de lieux qui voudraient faire mieux, mais ils n'en ont pas les moyens, tout simplement. Voilà, on ne va pas rentrer ici dans le débat puisqu'il y aura un débat le 20. Voilà. Donc pour conclure, pour ce qui concerne les lieux, je sais qu'à la fin de la semaine, il y a le groupe de travail qui va arriver à la conclusion. Et ensuite, c'est ma théorie des cercles concentriques, c'est-à-dire que pour que ce label soit le plus, comment dirais-je, reconnu et accepté, eh bien, il faut que le cercle concentrique élargisse son rayon. Et donc, du groupe de travail d'une dizaine de personnes, on va arriver bientôt à 25 personnes pour les lieux, par exemple. Il va y avoir 25 lieux, ça va s'ouvrir. Ça ne va pas être seulement pour la FTIA, c'est la FTIA et tous les autres lieux, parce que ça concerne tous les autres lieux, de façon à ce qu'il y ait le plus de monde possible qui participe à la réflexion. Participer à la réflexion, c'est amener son point de vue, c'est adhérer à un consensus, c'est faire éventuellement changer d'avis ceux qui ne pensaient pas de la même façon parce que les arguments nouveaux sont recevables. Et plus il y aura de gens, plus il y aura de directeurs de lieux, plus il y aura de directeurs de compagnie qui participeront à ces deux commissions parallèles qui vont fonctionner en parallèle dans un premier temps, plus il y en aura qui participeront, plus il y aura d'adhésion. Et ce label n'aura de légitimité que s'il y a l'adhésion du plus grand nombre. Voilà, je suis un petit peu long, pardon, mais comme c'est un sujet qui me tient à cœur, depuis 2016, voilà, et je sais que je ne suis pas le seul, et tant mieux s'il y en a de plus en plus. Et on va y arriver. On va y arriver. Merci. On vous promet, il n'y a plus qu'un point, et après, c'est fini. Bon, voilà. On est passionné aussi de tout ce qu'on... Voilà, on a envie de vous raconter plein de choses. Il y a ça aussi, et puis c'est un moment de transition aussi dans l'histoire d'AFSC où le projet sur lequel on travaille, il est aussi de renverser une logique qui est de se poser la question de comment est-ce qu'on peut allier indépendance et intelligence collective. C'est vraiment l'axe sur lequel on travaille et qui a pour objectif à un moment donné de renverser la logique dans laquelle le Festival Off est, je dirais pas englué, mais en tout cas il est saisi depuis fort longtemps, à savoir le fait qu'il travaille sans cahier des charges vis-à-vis de la filière professionnelle dans laquelle il est inséré. Et c'est à ça qu'on
qu'on veut travailler. Toutes les explications de ce matin vont dans ce sens. Et un dernier point qu'on n'a pas encore évoqué, mais je vais être très bref, il est que si on veut modifier le modèle économique et les modèles de travail des compagnies, il faut utiliser l'actif qui est immobilisé à l'année au sein du festival, à savoir 138 salles qui, pour la majorité d'entre elles, sont fermées 11 mois sur 12. C'est la possibilité d'une fabrique d'art vivant à ciel ouvert qui est là sous nos yeux, qui n'est pas utilisée aujourd'hui et qui, si elle l'était et que le développement de cette chose-là était accompagné, on agirait à 2 endroits, même 3 d'ailleurs très importants. Le premier, c'est que ça permettrait pour les théâtres qui s'engageraient dans cette démarche-là, et s'ils avaient un soutien pour le faire, d'accueillir en résidence à l'année des compagnies une modification du modèle économique qu'ils ont sur l'été, à savoir qu'ils n'ont des recettes que pendant l'été, donc s'ils en ont pendant l'année, eh bien le cahier des charges peut faire qu'il y ait moins de créneaux, que les conditions économiques soient moins chères. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien évidemment pour les compagnies la possibilité de travailler dans le lieu dans lequel elles vont jouer et de sortir de l'urgence dans laquelle elles sont aujourd'hui dès qu'elles arrivent à Avignon pour enchaîner les montages avec ensuite les représentations, etc. Et le troisième point qui est très important, c'est que si on veut travailler sur les publics du territoire, et la question des publics est essentielle pour le Festival Off, on a un public vieillissant aujourd'hui, un public qui ne se renouvelle pas, et donc c'est pas un bon signe pour l'avenir du festival. Il faut travailler sur une réappropriation du Festival Off par les publics du territoire, et notamment ceux qui sont les plus éloignés, non seulement de l'offre culturelle, mais aussi de la pratique, et je dirais même plus de l'accès à, comment dirais-je, le lieu culturel, le théâtre, la salle de spectacle, dont souvent l'accès est symboliquement empêché par le fait de se dire que juste c'est pas pour moi d'être là. Et pour ça, ce travail-là, il faut qu'il y ait des compagnies et des artistes qui aient envie d'aller de faire leur travail d'artiste dans la cité et d'aller à la rencontre des publics. Il faut qu'il y ait du temps pour que ça puisse se faire. Ça ne peut pas être pendant le temps du festival, ça ne peut être que pendant ce temps de résidence, et que évidemment il faut qu'il soit accompagné et financé pour accomplir cette démarche d'éducation artistique et culturelle, la fameuse EAC dont on parle beaucoup et dont on s'est réjoui avec Laurent quand on a vu la nouvelle ministre de la Culture récemment, de son intérêt, de sa volonté de soutenir ce type de démarche. On espère que Avignon ne sera pas oublié par la politique nationale pour mener cela, parce qu'il y a un enjeu extrêmement fort pour le territoire, sur tous les aspects que je viens d'évoquer, mais aussi économiquement, parce que si on a ne serait-ce que 200 ou 300 compagnies qui sont en résidence à l'année, je peux vous dire que le visage d'Avignon va changer considérablement pendant le hors-saison, où c'est quand même une autre réalité qui s'impose pour les Avignonnais que celle qu'on connaît au moment du festival. Donc ça, c'est un axe vraiment essentiel sur lequel on va travailler et mobiliser l'ensemble des partenaires publics et des professionnels pour les mettre autour de la table et réfléchir à ce cahier des charges à inventer ensemble. Voilà, bon, alors nous, on a fini. On pourrait résumer. Ah, t'as pas fini? Vas-y. Juste avant que vous donniez le mot de la fin, c'est pour rester sur des informations plus factuelles. Le nouveau site a été mis en ligne hier. Il y a le programme qui est en ligne dessus. Il devrait être en PDF d'ici la fin de semaine. Vous pouvez commander les programmes sur le site, sachant qu'il faut garder en tête que nous, on les a fin juin et on commence à les envoyer début juillet. Donc, il faut garder en tête pour vos arrivées à Avignon. Et il y a une information qu'on a oublié de donner qui est très importante pour nous, c'est la parade qui va reprendre cette année. Ah oui, on oublie. Ce sera le 6 juillet. Ce sera en fin d'après-midi. On n'a pas encore fini de définir l'heure et le parcours, donc on travaille là-dessus. Et le but, ce sera d'arriver donc dans le nouveau village du Off, et ensuite on enchaînera sur la réunion de présentation aux compagnies. Voilà, je vous laisse finir. Merci Julie, on avait effectivement oublié 2 ou 3 points. Bon, si vous pouvez résumer finalement c'est la très belle phrase de allier donc indépendance, qui est l'ADN du Off, et intelligence collective. Voilà, si on pouvait résumer un peu la démarche de la nouvelle majorité du CA, ce serait ça. Bon, maintenant on est soumis à vos questions. Pour ceux qui en ont, on est disponible et soumis. Alors on va prendre, je sais pas, au hasard. Allez, on prend ici. En fait, ouais, peut-être même au micro, comme ça tout le monde entend la question. Et si vous pouvez vous présenter aussi quand. Et puis, pardon, je suis désolé, mais il faudra porter la voix pour que les gens entendent. Rana Moussaoui de l'agence France Presse. Une question qui a été évoquée au tout début sur la diffusion. Ouais. Quelle est la stratégie, quelle est votre stratégie pour permettre une plus grande diffusion, puisque c'est
à part le soutien aux artistes et à sûr. la création, il est clair que la plus grosse difficulté, c'est que ces spectacles soient diffusés Bien dans sûr. toute la France, voire ailleurs. Bien sûr, je te laisse. Merci. En fait, on ne va pas tout résoudre au sein d'AFSC sur cette question-là, parce que, encore une fois, s'il y a autant de spectacles en France aujourd'hui, on peut s'en réjouir, c'est qu'on est dans un effet de ciseau qui est lié à, d'une part, une politique proactive des pouvoirs publics pour soutenir la création depuis 30 ans. C'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes, et c'est une réalité évidente. Et qu'en face, on a, depuis notamment la crise des subprimes, des moyens pour le cercle de programmateurs qui vient faire son marché, entre guillemets, à Avignon, qui ont baissé d'à peu près 30%. Moi, j'ai été pendant 10 ans directeur de scène conventionnée en milieu rural, donc directement au théâtre de ville, avec beaucoup de collègues en région Auvergne-Rhône-Alpes avec lesquels je discutais. On a constaté cette baisse de moyens qui s'est redoublée en plus derrière d'une baisse des dotations de l'État qui font que le premier budget au sein des collectivités qui a été amputé, ça a été souvent le budget culturel et notamment les moyens d'achat de spectacles. Donc c'est clair que le nombre de dates de levée de rideau a baissé en France depuis 15 ans de manière drastique. Les moyens, donc les prix moyens des spectacles ont baissé également sur, en tout cas, la tranche de spectacle sur laquelle on est au niveau du Festival Off. Et ensuite, quand vous aviez, notamment, je pense, je prends un exemple pour le jeune public, quand vous aviez la possibilité d'avoir des achats sur une série avec plusieurs dates pour du jeune public, eh bien, maintenant, ça va être 1, 2, 3 dates grand maximum isolées. Donc, à FSC, on ne peut pas agir sur les moyens nationaux de la capacité des programmateurs à acheter des spectacles. Là où on peut effectivement essayer d'améliorer en tout cas la situation, c'est d'attirer plus de programmateurs au niveau du festival. Pour ça, le travail de professionnalisation du village, d'éditorialisation, des conditions d'accueil des professionnels et des programmateurs Et le label. et du label donc, participe de cette amélioration de la visibilité finalement de la venue d'un professionnel à Avignon, et également donc essayer d'en mobiliser plus au niveau national, mais aussi en faisant un gros travail à l'international, parce que on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de compagnies, notamment toutes celles qui sont émergentes et qui démarrent dans le métier, qu'elles ont l'international et sont nées avec la globalisation. Donc ça fait partie de leur stratégie de développement que d'intégrer une diffusion à l'international qui pour l'instant est très peu travaillée au sein du OFF. On n'a pas beaucoup de programmateurs internationaux qui viennent, et dans le même sens d'ailleurs on n'a pas beaucoup de productions étrangères qui viennent. Donc à l'international il y a une vraie marge de progression qui peut être faite, et on va s'y atteler au travers d'un certain nombre d'actions et de dispositifs en lien avec les partenaires qui travaillent sur la question internationale en France, comme l'Institut français ou l'ONDA ou d'autres structures de ce type. Et puis pour compléter la réponse, il y a aussi, il ne faut pas oublier le public. En fait, l'offre est grosse, comme vous avez pu le voir, ou à la demande. Et quelque part, il faut aussi qu'on travaille sur les publics. Et ça, le off peut être un laboratoire, c'est un laboratoire extrêmement important pour une école de spectateurs. Quand on va travailler à l'année, on va y contribuer, puisqu'on va mettre les compagnies d'artistes dans le territoire, et on va amener un public différent. Mais on a un travail à faire au niveau national pour que le spectacle vivant notamment, et ça c'est un sujet qui nous touche tous, hein, même vous, journalistes culture, c'est comment augmenter le côté, vous savez, essentiel, pas essentiel. Le côté essentiel du spectacle vivant, notamment à la bonne santé d'une société, comment est-ce qu'on y travaille? Alors, on ne va pas y travailler tout seul, nos Festival Off. On y travaille avec vous, on y travaille avec le ministère, on y travaille avec toutes les sociétés civiles. C'est un travail qu'on va lancer, nous, au niveau du territoire avignonnais. On va évidemment, via des discussions avec nos partenaires et via discussions avec les partenaires institutionnels aussi, essayer d'y travailler pour qu'en fait, au niveau des territoires, il y a aussi plus d'appétit pour le spectacle vivant. C'est comme ça qu'on va augmenter aussi la diffusion. Donc, ça n'est pas qu'une politique. Il faut surtout, et c'est ce que disait la Cour des comptes, il faut sortir d'une politique de l'offre. Et donc, nous, on va y contribuer avec nos petits moyens. Comme dit Harold, ce n'est pas FSC qui va changer la phase de la relation entre le spectacle vivant et la société en France, mais on va y contribuer. Ouais. Alors, il y avait une personne avant qui avait levé la main. Je suis désolé, mais je regarde les ordres. Ah, Si. d'accord. La question qui est posée est de Oui. savoir au niveau du jeune public s'il y a des précisions à donner.
Alors, sur le spectacle jeune public, c'est une part importante effectivement de la programmation. Il est inscrit dans les projets Constellation. Il y en a 3 sur 4 qui concernent le jeune public. Donc, il y a une volonté effectivement de se pencher sur la question de l'écriture, notamment du théâtre jeune public. Ensuite, on est en train de travailler avec Culture du Cœur, une association donc, qui a vocation à donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas accès à la culture de pouvoir fréquenter justement plus facilement l'offre jeune public qui est faite pendant le festival, notamment en travaillant sur un élargissement de la relation de parentalité. Comment est-ce qu'on va en famille au spectacle, puisqu'on n'est pas sur le temps scolaire au niveau du festival. Donc, on va travailler sur ces questions-là pour renforcer la fréquentation de cette offre jeune public qui souvent est plus fréquentée par les professionnels de la profession que par les enfants eux-mêmes, ce qui est un peu dommage quand on sait que c'est quand même pour eux que les spectacles sont pensés, écrits et joués. Bonjour, Martine Robert, je suis du journal Les Échos. Je voulais revenir sur cette notion de label qui me paraît vraiment très intéressante, label associé à un cahier des charges, parce qu'effectivement, ça contribuerait à assainir les relations et à Bien améliorer sûr, l'image. bien sûr. Bon, mais forcément, ça suppose des financements. Donc, pour Alors, vous, ça viendrait d'où ces financements? Parce que vous avez dit vous-même, il faut pouvoir aider les théâtres. bien sûr. Parfois, ils le veulent, mais ils n'ont pas les moyens. Il faut aider les compagnies, elles n'ont pas les moyens. Donc, comment on pourrait contribuer au Alors, financement de ce Alors, dispositif? déjà, juste une petite précision, pas tous les dispositifs ont nécessité des financements. Si c'est des dispositifs de réorganisation ou de travailler autrement, ça ne nécessite pas forcément des financements. Par exemple, je vous donne un exemple, la mutualisation entre les théâtres sur certains dispositifs, par exemple, je ne sais pas, je vais dire un truc au hasard, tu me dis si c'est la billetterie ou pour les compagnies, la mutualisation par rapport au transport, ça nécessite non seulement pas de financement, mais en plus, ça va pouvoir peut-être faire des économies aux gens qui le font. Donc, il y a des dispositifs qu'on va mettre en place au sein des théâtres et des compagnies qui ne nécessiteront pas de financement, voire qui vont faire gagner sur les coûts. Hein. Mais il y a aussi des dispositifs qui vont nécessiter des financements, mais c'est là où interviennent l'intérêt de nos partenaires, et notamment des sociétés civiles, mais aussi des partenaires institutionnels pour encourager la professionnalisation de la filière. Donc évidemment que les partenaires sont extrêmement intéressés et s'ils veulent que ce label existe, parce qu'eux aussi ils y ont un intérêt. Une société civile qui finance le festival d'Avignon ou qui va financer des compagnies est beaucoup plus rassuré s'il sait quelque part où va l'argent. C'est-à-dire s'il sait que la compagnie qui va financer ou le théâtre dans lequel la compagnie va jouer est un théâtre qui a accepter de vérifier un certain cahier des charges. Donc même pour les partenaires, c'est hyper intéressant d'avoir ce label. Et c'est par ce biais-là qu'on va évidemment avoir un financement sur les dispositifs qui nécessitent un financement. Là, pour ce qui concerne les lieux, puisque ça fait 1 an à peu près qu'on travaille dessus, il y a un certain nombre d'items qui ont été repérés et je pense qu'on va arriver à une centaine d'ici la fin de la réflexion. Il y en a les 2 tiers n'ont pas besoin de financement. C'est une question d'abord de prise de conscience déjà, souvent, et ensuite c'est une question d'organisation. Et à partir du moment où il y a cette réflexion et qu'il y a cette volonté de réorganiser les choses, ça ne nécessite pas forcément. Bon, après, si on dit qu'il faut supprimer un créneau dans la journée pour pouvoir accueillir des compagnies avec un coût moindre ou avec plus de temps, effectivement, il faudra sans doute une aide pour ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste peut-être ajouter un mot là-dessus. Il y a des aides à l'équipement qui existent au niveau du CNM et au niveau de la STP. Nous sommes en train de travailler avec eux pour savoir s'ils pourraient faire la même chose au niveau d'Avignon et des théâtres avignonnais en le faisant de façon progressive. Il faut savoir que dans ces cas-là, l'aide à l'équipement, elle peut être de 40% sur le renouvellement du parc, ce qui permettrait par exemple d'avoir des projecteurs en automatique avec une régie en automatique, ce qui permettrait, au lieu d'avoir à régler pour chaque compagnie indépendamment en amenant à chaque fois des projecteurs, en amenant tout le matériel, etc., avec les coûts que ça implique, mais ce qui permettrait au contraire de pouvoir, avec simplement une clé USB, passer d'un spectacle à l'autre, ce qui permettrait également, en ayant cet équipement, de pouvoir réaliser le projet que vous ont exposé les présidents, c'est-à-dire le fait d'avoir aussi des résidences à l'année. Nous avons
des théâtres qui sont là, qui sont disponibles. Nous avons des compagnies qui ont besoin de résidences, qui ont besoin de création lumière. Nous travaillons sur tous ces points.